Merci de votre fidélité à cette édition hebdomadaire. Sur ce plateau, Bernida Cite. Comment vous allez, Bernida? Je me porte bien et vous, Denis? Ça va. Quels sont les titres alors? Tout de suite, donc commençons par cette bonne nouvelle. Après leur suspension provisoire du fait des cas de fraude massive advenus au cours de certains paiements, les allocations des ménages pauvres, les activités du projet d'Issungui ont repris cette semaine à Filou. Une nouvelle équipe avec des nouveaux mécanismes ont été mis en place pour éviter de tomber dans les mêmes travers. Et puis Brazzaville, toujours sous le poids des érosions. La capitale congolaise présente des érosions graves dans presque tous les arrondissements. Des pluies de ces derniers temps n'ont fait qu'aggraver ce phénomène, vous le verrez dans cette édition. Enfin, notre confrère Borjas Miguel Samba-Wisso, directeur de l'information à Télé Congo, a été inhumé samedi au cimetière privé Bouka. Voilà pour les titres. Place à présent au développement. L'esclavage est encore visible en Afrique et dans le reste du monde sous quelque forme que ce soit. C'est ainsi que la communauté internationale vient d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce phénomène. Le point dans ce reportage de Morel Mabeli. L'esclavage peut être considéré comme la condition de privation de liberté totale à un individu qui devient de ce fait un bien matériel, une chose et donc la propriété d'un autre individu exploitable et négociable à souhait. Si l'on considère cette définition qui chosifie l'homme et déshumanise la personne humaine, l'on comprend la dangerosité de l'esclavage. Aussi, l'abolition de l'esclavage est-elle un acte humainement salutaire puisqu'elle rend à la victime de l'esclavage son humanisme. C'est dans cet esprit que l'humanité célèbre le 2 décembre de chaque année l'abolition de l'esclavage. Mais comment en est-on arrivé là? Un rappel historique s'impose à nous. Plusieurs actions avant et après la date du 27 avril 1848 sont menées en faveur de l'abolition de l'esclavage, mais celle qui sera considérée comme la date officielle de l'abolition de l'esclavage à travers le monde, ça sera celle du 27 avril 1848, grâce à la persévérance de Victor Schœlcher, à travers le décret portant son nom, qui interdit la traite des Noirs dans toutes les colonies françaises. Les autres colonies suivront en traînant les pieds, pour certaines jusqu'en 1869. Plus de 4 siècles partant de 1450 de traite honteuse des individus de race noire considérés comme des sous-hommes par les Occidentaux avides de richesse et de croissance économique pour leurs États. La République du Congo, qui n'en était pas épargnée, a connu aussi les ravages de la traite négrière. Si l'on considère que la guerre comme l'esclavage sont des bêtises humaines, force est de reconnaître que la guerre décime, mais l'esclavage déshumanise. C'est dire qu'il faut lutter contre toutes les formes d'esclavage, telles que les discriminations contre les groupes vulnérables, comme les peuples autochtones, considérés comme des classes inférieures de la société, le travail des enfants, l'exploitation de certaines multinationales pour des main-d'œuvre sous-payées, le travail forcé, le travail au noir. Et pour y arriver, il faut le renforcement juridique luttant contre toutes les formes d'esclavage, à l'échelle nationale qu'internationale. Au registre des conséquences de l'esclavage, il est important de souligner le retard de développement du peuple noir, toute proportion gardée. En définitive, l'esclavage est un formatage négatif à vivre pour plusieurs générations sur la mentalité des victimes qu'il faut bannir à jamais. À la faveur de la célébration le 3 décembre de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, nos reporters sont allés à la rencontre de Chéré Bazikila, premier prêtre congolais malentendant qui exerce son sacerdoce à la paroisse Saint-Esprit de Mongali. Regardez plutôt. Il répond au nom de Chéré Bazikila, abbé de son état, servant chrétien catholique. Il est le premier prêtre malentendant congolais. La paroisse Saint-Esprit de Mongali est son nouveau poste de service. Il nous parle de sa vocation et de son intégration. Au séminaire Saint-Paul de Mbamou, on voit beaucoup de jeunes là-bas. Puis moi j'ai demandé, papa, mais ici c'est quoi? Il m'a dit c'est le séminaire. Comment faire pour venir ici? Il m'a dit qu'il faut être servant de messe. Après une année, je suis rentré maintenant au classe de 5e. À ce moment-là, je n'entendais pas bien, mais j'entendais. Ça veut dire que non, je n'entendais pas bien depuis 10 ans. Mais j'étais habitué à parler, vivre avec les entendants, sans connaître que je suis sourd. C'est à partir du 5e au séminaire. Après, je suis continué jusqu'au 3e. Je suis venu. Moi, un séminaire de Saint-Jean. J'ai eu le bac. Maintenant, je vais aller au grand séminaire parce que j'étais au séminaire.
Ordonné prêtre en 2008 par Monseigneur Anatole Milandou, l'abbé Chéré Bazikila a beaucoup lutté pour y arriver. C'est tout. Au diable, le 3 novembre, mairie. Après, je pense être ordonné comme ce jeune, ordonné ici. Arrivé ici, le demande faut venir travailler un peu à Brazzaville pour aider les autres sourds. Mais moi, le temps préparé, ça a pris du temps. Et ça 11 ans, je viens d'ici. Je viens travailler ici avec les sourds. Le poste pour 2 ans. C'est pour l'histoire. Après 11 ans de vie sacerdotale, l'abbé Chéré Bazikila sert Dieu aujourd'hui en qualité de premier vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Mungali, ce qui fait de lui le collaborateur immédiat de l'abbé Bertholin Baoumina, curé de la paroisse. Il nous parle de leur collaboration. On s'est tenu, mais comment se fait-il qu'un sourd peut devenir prêtre? Mais c'est une question de grâce de Dieu seulement. C'est un prêtre sourd muet, ben il est malentendant comme on le dit, puisqu'il n'entend pas, mais il parle. En tant que prêtre, il a déjà la maîtrise parfaite du rituel de la messe, du début jusqu'à la fin. Le réel problème avec lui, ce n'est que le retour. Lorsque le peuple réagit, quelquefois il n'a pas ce retour-là pour savoir que maintenant c'est le célébrant qui doit reprendre la parole. Mais sinon la communication est parfaite avec lui. À travers un simple regard, il comprend le message. À travers un petit signe, un geste, il comprend aussi le message, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà comment j'arrive personnellement à communiquer avec lui pendant la messe. À plus de 130 ans d'évangélisation, l'Église catholique congolaise n'a jamais connu pareil serviteur. À son arrivée à la paroisse Saint-Esprit de Mungali, l'abbé Chéré n'a cessé de susciter l'admiration et la curiosité des fidèles. Pour surmonter l'handicap et permettre aux paroissiens de s'acclimater à ce serviteur un peu spécial, le prélat a initié des sessions de formation en langue des sourds et muets au sein de la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Vivement que l'abbé Chéré réussisse sa mission afin que son expérience édifie l'humanité. Comme quoi, l'handicap, surtout physique, n'est en rien un frein à une vie épanouie. Surtout au Congo, où tous les instruments juridiques et les lois en faveur des personnes vivant avec handicap sont suffisamment éloquentes. Tenez, récemment, le pays s'est doté d'un conseil consultatif pour personnes vivant avec handicap, avec comme président Jean de Diengoma, qui a déjà été membre du gouvernement de la République sous le président Pascal Lissouba. Justement, la 27e édition de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap a été célébrée mardi dernier, Justin. Effectivement, Bernida, ici à Brazzaville, plus de 500 personnes vivant avec handicap ont reçu des tricycles, béquilles et autres kits de protection de la peau. C'était d'ailleurs au cours d'une cérémonie organisée ici à Brazzaville par le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Armand Santa. Donc nous avons attendu le 3 décembre pour commencer la distribution. Et là, nous avons dit, nous commençons le 3 décembre 2019, mais au fur et à mesure que les tricycles vont être prêts, parce que c'est le personnel du ministère qui les fabrique. C'est de fabrication congolaise, hein, ces tricycles. C'est le personnel du ministère. Hein. Le centre d'appareillage est un centre qui est sous la tutelle du ministère. 200 personnes à mobilité réduite ont reçu des tricycles, 72 personnes des béquilles, 120 des cannes anglaises, 150 déficients visuels ont été dotés des cannes blanches et 6 personnes déficients auditifs ont bénéficié des prothèses auditives. Des personnes sans mélanine, une centaine au total, ont aussi été dotées de kits de protection contre le cancer de la peau. Un échantillon de chaque catégorie
pays a reçu ce qui lui revenait des membres du gouvernement et des représentants des partenaires au développement. Cette dotation se poursuivra sur l'ensemble du territoire national, conformément au plan d'action 2018-2022 du ministère des Affaires sociales qui prévoit distribuer 2000 tricycles aux personnes à mobilité réduite à travers le pays, a souligné Antoinette Ndingandondo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Instituée en 1992 par les Nations Unies, la Journée internationale des personnes vivant avec handicap vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes vivant avec handicap. Cette 27e édition est célébrée sous le thème « Promouvoir la participation et le rôle des personnes handicapées, faire progresser le programme de développement durable à l'horizon 2030. Restons toujours dans ce cadre de la célébration de la journée des personnes vivant avec handicap pour parler de Florence, une mère de famille vivant Cailly dans le département de la Bouenza qui a reçu le prix Linder Struis pour avoir pris soin de ses enfants infirmes moteurs cérébraux depuis 14 ans. D'autres bénéficiaires se sont également exprimés à l'occasion. On les écoute. Elle a été récompensée pour ses efforts dans la prise en charge de ses enfants. Depuis 14 ans, Florence élève ses deux enfants de 14 et 7 ans, infirmes moteurs cérébraux à Cailly où elle y habite avec son compagnon Jean Médard. Grâce à la fondation néerlandaise sur un pied d'égalité, leurs enfants infirmes bénéficieront de soins gratuits. C'est quand même difficile de supporter les enfants dans cet état. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement a pensé à nous. Vraiment, ça va quand même nous soulager. Parce que c'est un problème qui est difficile. Si vous n'avez pas vraiment l'amour des enfants, vous risquerez de peut-être d'abandonner même les enfants. Un enfant est toujours un enfant, qu'ils soient handicapés ou valides. Richard, 12 ans, élève à l'Institut national des aveugles du Congo, est heureux de recevoir sa canne blanche. Je me sens tellement joyeux de ce geste de Madame la ministre des Affaires sociales. Je dis à tous mes amis qui sont handicapés d'aller à l'école, de ne pas avoir de difficultés, de ne pas avoir peur d'aller à l'école et d'étudier et de mettre toute leur confiance dans leurs études et ils vont réussir. En ce 3 décembre, Journée internationale des personnes vivant avec handicap, personne n'a été laissé pour compte. On nous sous-estime souvent, les gens disent que les handicapés ne sont pas intelligents, mais non. Pour moi, on a l'handicap au pied, mais la tête travaille. Tel que moi qui vous parle, je suis informaticien, je suis intellectuel aussi. Et ça veut dire qu'un handicapé a aussi ces capacités-là de faire quelque chose comme les autres valides. Côté jardin, les personnes handicapées ont communié avec la sœur Clémence Avounou. L'orchestre de l'INAC et le célébrissime artiste musicien Zao. Cette 27e édition a tenu toutes ses promesses à Brazzaville malgré la pluie qui a failli tout gâcher. Sous le contrôle de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, chacun pouvait repartir avec son tricycle, sa canne blanche, sa canne anglaise, son kit de protection de la peau pour les albinos ou encore sa prothèse auditive pour les déficients auditifs. La deuxième vague des étudiants ayant terminé leurs études à Cuba a regagné Brazzaville cette semaine. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international Maya Maya par le ministre de l'Enseignement supérieur Bruno Jean-Richard Itoa. Reportage de Théodore Balossa. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a personnellement fait le déplacement de l'aéroport Maya Maya pour accueillir cette deuxième vague d'étudiants.
ayant terminé leurs études à Cuba. Il s'agit de 17 étudiants, dont une seule femme, qui étaient tout heureux de revenir au Bercail et donc de retrouver leurs parents après plusieurs années, bien évidemment, passées à Cuba. Dans le lot, il y a 9 ingénieurs en télécommunications, un ingénieur en automatisme, soit 10 étudiants partis en 2013 et de 7 techniciens en électromédecine qui ont quitté le pays en 2015. Dans son allocution de circonstances, Bruno Jean-Richard Itois a dit qu'il s'agit pour le gouvernement de la République à présent d'une nouvelle mission qui commence, celle de l'insertion professionnelle. Comment vous aider à vous insérer dans la société? J'ai un conseiller qui est chargé de cela. Nous travaillons à ce que ce soit intégré dans une direction générale qui sera chargée de l'orientation, des bourses et de l'insertion professionnelle. Des équipes entières seront consacrées à cela, à vous recevoir, à vous écouter, à écouter vos desiderata, à vous accompagner dans vos démarches, à vous conseiller, à vous appuyer. C'est une chose qui se construit encore, elle n'est pas encore parfaite. Ces équipes serviront de lien entre vous et la nouvelle agence pour l'emploi qui remplace l'ONEMO. Ces équipes serviront de lien entre vous et les autres ministères demandeurs de vos compétences. Pour ceux qui sont ingénieurs, nous irons voir les ministères qui ont besoin d'ingénieurs et le besoin est très grand. Ces équipes serviront d'intermédiaire entre vous et les chambres de commerce. Et pourquoi pas directement des entreprises. Nous avons en projet d'organiser chaque année un salon de l'emploi. Ça n'est pas encore fait, mais je vois que d'autres ont pris l'initiative, font un salon de l'emploi. Donc j'espère que, à défaut de ce salon, nous mettrons en place des structures qui permettront de jouer ce rôle d'interface. A noter que ces étudiants qui attendent à présent la réaction du gouvernement de la République, visiblement émus de retrouver leurs parents, ont promis mettre tout leur savoir au service de l'État. Ils n'ont malheureusement pas oublié leur mois de bourse impayé à Cuba. Dans la suite de ce 24/7, c'est un vrai motif de soulagement et de satisfaction pour les agents du centre de santé intégré de Fouati dans le département de la Boulinza depuis la mise en service officielle du groupe devant alimenter cette localité en électricité. Effectivement, Bernida Cito, puisque certaines opérations peuvent désormais se réaliser sous la lumière électrique. Toutefois, malgré l'avènement de l'électricité, le centre de santé intégré de Fouati demeure dans des difficultés, comme vous allez le constater dans ce reportage de Chiscamango. Le district de Fouati a depuis quelques jours changé de statut. Il est connecté au réseau de basse tension de la société en charge de l'électricité, EEC. Depuis aussi, l'arrivée de l'électricité a changé beaucoup de choses, comme dans ce centre de santé intégré, un CCAPMA élargi. Et aujourd'hui, grâce à l'arrivée de l'électricité, je pense que ce qu'on ne faisait pas avant, aujourd'hui, nous sommes capables de le faire. Qu'est-ce qui va changer désormais, ce que vous ne faisiez pas avant, que vous êtes capable de faire? Ah oui, mais beaucoup de choses vont changer. Je prends un exemple. Avant, on stérilisait les matériels avec les moyens de fortune, qui est donc le flambage, avec de l'alcool simple. Seulement, l'électricité n'a pas tout emmené. Le CC souffre de sa situation et plusieurs difficultés sont égrenées. La première difficulté, c'est en personnel. Vous remarquerez que c'est un grand centre, c'est un CC à PEMA élargi et avec un bloc G qui aujourd'hui n'a pas de matériel et le bloc ne fonctionne pas. La deuxième difficulté, vraiment, c'est un centre qui est sous-équipé. La troisième difficulté, tout à l'heure, vous allez peut-être rentrer dans la pharmacie. Vraiment, on se débrouille. Le centre est vraiment... je peux dire aucun produit, on se débrouille comme ça. Nous allons après dans la pharmacie. Triste décor, la pauvreté des lieux a fait réagir le chef de centre. Avec une pharmacie démunie comme ça, pensez-vous que ça c'est un médicament que toute la population pouvait trouver satisfaction? Le bloc opératoire, c'est ce local
transformé depuis en dortoir. Les agents de la EEC l'ont même occupé lors de leur séjour ici, quand ils étaient en train de connecter la localité au réseau de basse tension. Dans la salle d'accouchement où nous sommes allés après. Quelquefois, c'est avec ces lampes que se faisaient certaines opérations. Et quelquefois aussi, se souvient d'Assia, avec des torches à partir de téléphone. Parfois, vous arrivez là la nuit, les lampes tempêtes s'éteignent, on prenait même les téléphones. On mettait les téléphones dans la bouche. Si vous avez un cas sérieux ici, vous mettez le téléphone dans la bouche et puis vous commencez à travailler. Seul ce qui semble ne pas causer de soucis à ce chef de centre est sans doute cette ambulance. Elle est en bon état. Et puis cette information, l'opération inventaire physique des consommateurs d'électricité et pose compteur basse tension sera lancée le 10 décembre prochain à Brazzaville et à Pointe-Noire par la Société Énergie électrique du Congo dans le but de garantir la production et la distribution de l'électricité. Plus de détails dans ce reportage que je vous propose de suivre. La Société Énergie électrique du Congo, EEC en sigle, s'emploie, selon les dires de ses dirigeants, à régler un certain nombre de problèmes sur le plan technique et commercial. Il s'agit en effet des pertes globales en distribution qui seraient très élevées, environ 2,8 milliards de francs CFA. Pour le directeur général adjoint de l'énergie électrique du Congo, ces pertes trouvent leur origine dans le nombre très élevé des consommateurs d'électricité raccordés frauduleusement sur énergie électrique du Congo et non connus au fichier clientèle. La facturation au forfait de ces clients, une mauvaise localisation de leur clientèle dans les quartiers, entre autres. À cet effet, la Société Énergie électrique du Congo lance à partir du 10 décembre une opération d'inventaire physique des consommateurs d'électricité et pose compteur BT à Brazzaville et prochainement à Pointe-Noire. Pour ce faire, les buts de cette opération sont les suivants. La maîtrise de nos différents points de consommation ou de livraison, la mise à jour de notre carte commerciale, la maîtrise de nos pertes non techniques, la fiabilisation de notre chiffre d'affaires facturé et encaissé, la réorganisation de nos services commerciaux. Cette opération permettra enfin de procurer à nos consommateurs les avantages ci-après. La légalité et la conformité aux normes de branchement et d'abonnement, l'amélioration de la qualité d'énergie consommée, puisqu'il n'y aura plus de branchement pirate. Chaque consommateur aura son compteur et pourra payer l'électricité à sa juste valeur, selon ce que chacun consomme. Donc il n'y aura pas de favoritisme. Tu consommes beaucoup, tu payes un peu plus cher. Tu consommes moins, ta facture est moins chère. La réduction des délestages suite à la pose des compteurs qui réduiront considérablement les consommations. Ainsi, cette opération va être exécutée par un personnel neutre sur le terrain, dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion clientèle, entraînant une amélioration de la satisfaction des consommateurs. Pendant ce temps, les Brazzavillois et Pontenegré continuent à s'interroger sur les délestages constatés sur l'énergie électrique du Congo. Sur cette question d'ailleurs, le directeur général adjoint Jean-Claude Donga Adou, que venait de suivre tout à l'heure, a éclairci les Congolais sur ce phénomène de délestage. Nous avons à peu près 3 types de délestage, pour que vous compreniez, au lieu qu'on vous donne des chiffres comme ça. Nous avons donc un délestage qui peut être dû à la production nationale qui est insuffisante. C'est-à-dire nos centrales thermiques, la CEC, nos centrales hydrauliques, Mokukulu, Liweso, Imbulu, produisent moins. Et quand on produit moins, ça veut dire qu'il y a la pénurie et on essaie de repartir sur toute l'étendue du territoire national, d'où dans certaines localités, tout le monde ne peut pas être alimenté. Nous avons d'autres types de délestage, les postes sources. En ce qui concerne Brazzaville, nous avons Chelampo,
Djiri, Mbono. Ce sont des postes sources. Au moment où je vous parle, on a 2 transformateurs déjà saturés à Brazzaville depuis les années 2010. Il s'agit du transformateur de Tchelampo et de celui de Mbono. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, le transformateur étant déjà saturé, la demande étant plus, donc on ne peut pas satisfaire, il faut procéder parfois à un délestage, parfois, selon la demande. Et enfin, le dernier type de délestage qu'on peut avoir, c'est le délestage sectoriel. Dans un quartier, le courant est bien là, mais le transformateur est saturé. Bon, si le transformateur est saturé, ça veut dire que dans un poste, il peut y avoir 6 départs. Bon, on enlève 2, on laisse 4. Et après, on vient, on permet, ainsi de suite. C'est ça le délestage que vous suivez dans le quartier. Dans la suite de ce 24-7, Justin, 2 temps forts ont marqué la célébration cette semaine du 7e anniversaire de la création du parti politique APC, traduisé Action Permanente pour le Congo. Effectivement, Bernida, la première étape, c'est la remise officielle du centre de santé intégré réhabilité de la localité, donc de Mazandunga. Puis s'en est suivi la remise des équipements sportifs aux équipes de la localité, donc de Mazandunga. Ceci d'ailleurs à l'issue d'un tournoi de football et de Nzango. Théodore Balossa. Je crois que l'élément n'est pas en place. Je disais tout à l'heure qu'Action Permanente pour le Congo, il s'agit là d'un parti politique qui a célébré son anniversaire, 7e anniversaire dans le département du Poul et notamment en Banzandunga. Et pendant cette célébration, ce parti politique a réhabilité le centre de santé intégré de Banzandunga, puis a procédé par la suite à la remise des équipements sportifs aux équipes de la localité. Je crois que nous avons des petits soucis au niveau de la régie. Je disais tout à l'heure que le parti politique Action Permanente pour le Congo a célébré son 7e anniversaire en Banzandunga, c'est dans le département du Pôle. À l'issue de cette célébration, ce parti politique a réhabilité ou a remis officiellement le centre de santé intégré réhabilité donc de Banzandunga, puis a procédé à la remise des équipements sportifs aux équipes de Nzango et de football de la localité. C'est d'ailleurs à l'issue d'un tournoi de football. Je crois que nous avons des petits soucis au niveau de la régie. Il y a un petit problème technique. Nous allons donc poursuivre cette édition. Oui, nous poursuivons cette édition en parlant des pluies diluviennes qui s'abattent ici à Brazzaville et notamment dans le quartier Makabandilou. Plusieurs habitations sont menacées par des érosions provoquées par ces pluies. Oui, la population justement s'inquiète tout en regardant le ciel car c'est de là que vient la menace, la pluie dont les eaux déconstruisent habitations et routes. Regardez. Les images sont prises à partir d'une tablette. C'est un début d'érosion qui fait perdre le sommeil ici, à Makabadilou, non loin des potes à bloc. La dernière pluie est passée par là. L'érosion a posé un peu plus ses tentacules. La faute à la société Razel qui a entrepris des travaux d'adduction d'eau dans le quartier. Seulement, par leurs propres efforts, la population avait déjà fait entrer le liquide précieux. Et ce sont les travaux entrepris par la société Razel pour son adduction d'eau qui est à l'origine de tout. Depuis, des murs sont tombés et l'érosion est à moins d'1 mètre des maisons. Jusque-là, ils ne savent que faire. Ici, vraiment, c'est inhabitable. On ne peut plus vivre ici. Qui nous trouve la solution? Ici, on ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre ici. Qui nous trouve la solution? Et la tombée de la pluie devient leur pire cauchemar.
Réuni en assemblée générale jeudi dernier, le syndicat des commerçants du Congo menace de fermer leurs boutiques pendant une période de 3 jours si d'aventure les services de contrôle relevant du ministère du Commerce ne font pas bonne lecture et une meilleure interprétation des termes de la loi et des textes subséquents régissant l'exercice du commerce au Congo. Reportage. Le syndicat des commerçants du Congo menace de fermer leurs boutiques durant 3 jours. Un délai d'1 semaine est donné si les agents du ministère du Commerce ne respectent pas les notes circulaires numéro 06 665 et 011, lesquelles notes limitent les compétences sous le recouvrement entre la direction générale et la direction départementale de Brazzaville du ministère du Commerce et des approvisionnements. Pour le syndicat de commerçants, ce non-respect des textes en vigueur date de 10 ans. Pierre Mberi Kiwungi, secrétaire général du syndicat des commerçants du Congo, revient sur les points abordés au cours de leur assemblée générale. L'assemblée générale prévient que toute fermeture d'une boutique par les agents du ministère du Commerce entraînera la fermeture de toute la ville de Brazzaville. L'assemblée générale observe pendant 1 semaine l'exécution de ce que nous avons retenu au niveau de l'Assemblée. Si le désordre persiste, après l'observation d'1 semaine, les commerçants seront obligés de fermer les boutiques pendant 3 jours. Alexandre Osebi, vice-président du syndicat des commerçants du Congo, sur les décisions prises. L'assemblée générale que nous avons tenue, c'est pour sensibiliser nos commerçants à toute éventualité de ce qui pourra nous arriver, parce que nous avons lancé un mot d'ordre que le respect des textes, la 0665, devait être respecté. Alors, s'ils ne respectent pas, nous serons obligés d'aller à l'extrême dans les procédures syndicales et d'observer 3 jours de fermeture pour nous faire entendre. Voilà pourquoi nous avons appelé l'Assemblée générale, parce que nous, c'est la base qui est le socle du syndicat. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui là. Un autre problème sur la table de commerçants, celui du contrat de bail, qui est le 12e mois que les propriétaires des parcelles où vendent les commerçants devaient verser à l'État comme impôt. Mais sur ce point, il y a désaccord entre ces commerçants locataires et leurs logeurs qui ne veulent pas payer ce 12e mois, bien qu'ils l'ayant reçu de leurs locataires. Affaire donc à suivre pour 2020, dixit ces commerçants qui sont obligés de payer le 13e mois à l'État. Le projet Lusungui, filets sociaux de retour dans le 7e arrondissement de Brazzaville-Mfulou, après avoir été suspendu pour des cas de fraude. Après enquête, une nouvelle commission vient d'être mise en place pour relancer l'opération qui permettra d'ailleurs aux ménages les plus démunis de bénéficier des allocations. N'est-ce pas, Léonito? Le paiement des allocations aux ménages de Mfilou, bénéficiaires du projet Lusungui, système de filets sociaux, a été suspendu à cause des cas de fraude et de malversation financière. Des fraudes qui seraient organisées par les chefs de section, membres des comités communautaires de ciblage, lors du paiement des allocations du premier trimestre de l'année 2019. Après l'enquête réalisée par l'inspection générale de l'État, les ménages du 7e arrondissement Mfilou éligibles au projet Lusungui peuvent percevoir leur allocation. Mais un recensement doit être refait au préalable pour identifier les vrais bénéficiaires. Nous aurons des réunions de travail dans chaque quartier avec ces nouveaux comités communautaires de ciblage, donc des sessions de formation. Et nous allons mettre à la disposition de chaque comité communautaire de ciblage les listes des ménages de Mfilou qui perçoivent par quartier. Ces membres du comité communautaire de ciblage vont passer en revue ces listes-là et ils vont aller au domicile de chaque ménage. Les ménages qui retrouvent, ils signalent que ce ménage a été retrouvé, remplit bien les critères, c'est un ménage pauvre. Les ménages qui retrouvent qui ne remplissent pas le critère, on met sur une autre liste. Et après, ils tiennent une réunion de validation à l'interne. Et après, ils vont nous remettre ces listes-là. Et nous, à notre niveau, nous allons mettre en place un comité qui va aller dans chaque ménage pour faire ce qu'on appelle la contre-vérification. Et c'est après la contre-vérification que nous allons sortir les listes, ce qu'on appelle les listes définitives des ménages jugés éligibles, et les listes des ménages qu'on va écarter et qui
ont la possibilité aussi, par exemple, de déposer des plaintes. Des nouveaux comités communautaires de ciblage sous la supervision de l'administrateur maire de Mfilou pour veiller à ce que ces cas de fraude ne se répètent. Pour rappel, 16 ménages sur 1642 sélectionnés dans le 7e arrondissement n'ont pas perçu leur allocation au titre du premier trimestre 2019. L'administrateur maire de Mfilou, qui a patronné cette réunion d'information sur le rétablissement des allocations aux ménages de son arrondissement, a félicité la commission d'enquête pour des résultats obtenus. Opérationnel depuis 2015, le projet Lissungi, système des filets sociaux, vise à aider plus de 9300 ménages très démunis vivant avec moins de 1000 francs CFA par jour. Dans le souci d'améliorer la qualité des soins au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, cette formation sanitaire vient de signer un accord de partenariat avec Ibn Sina, une structure sanitaire bénida basée au Maroc. Oui, vous l'avez dit Justin, il faut juste le rappeler encore que le but de cet accord est d'accompagner, comme vous l'avez dit, on va dire, la direction générale du plus grand centre hospitalier du Congo dans ses réformes. Le reportage est signé Christine Gakoussi. Par cette signature tripartite, les CHU de Brazzaville, de Montréal et d'Ibn Sina s'engagent dans une mutualisation d'efforts dans l'amélioration du travail au CHU de Brazzaville. Avec le CHU Ibn Sina, le CHU de Brazzaville bénéficiera du renforcement et de l'organisation de la direction des soins infirmiers et aussi contribuer au renforcement des capacités de gestion administrative et clinique en fonction de ses besoins prioritaires identifiés pour l'année 2019-2020. En réalité, le partenaire Maroc se donne 3 axes d'intervention d'ici à mars 2020. Si la direction des soins infirmiers s'inscrit dans le premier axe, le renforcement des compétences du personnel d'urgence et l'organisation des soins d'urgence sera le deuxième axe. L'appui et l'organisation du bloc opératoire est logé dans le troisième axe. Une bonne affaire pour Sylvain Villiard, qui voit là l'une de ses missions se réaliser. Le patient est au cœur de nos préoccupations. Je sais qu'à Ibn Sina, le patient est au cœur de leurs préoccupations. C'est le cas au CHU de Montréal et c'est le cas aussi au CHU de Brazzaville. Il faut mettre l'ensemble de nos ressources, l'ensemble de nos connaissances vers le patient. Les réformes que nous mettons de l'avant, avec l'aide de nos partenaires, ici aujourd'hui, c'est Ibn Sina, vise l'amélioration de la qualité des soins aux Congolais. En espérant qu'une journée aussi, que tout l'Afrique centrale s'en bénéficie et qu'on redevienne une destination pour tout le monde, mais en premier pour les Congolais. Ce sont 3 grands centres de leur localité qui viennent de signer cet accord. Le CHU de Brazzaville, le plus grand centre hospitalier du Congo, le CHU de Montréal, de l'Amérique du Nord et Ibn Sina du Maroc. Reste que le CHU de Brazzaville puisse tirer le meilleur parti de cet accord parce que sa réputation depuis est sujet à caution. Le 6 décembre dernier, l'ambassadeur de Chine en poste au Congo a fait don de matériel composé essentiellement de couvertures, de draps et de couettes destinés à la population des départements situés en la partie nord du Congo, victime des inondations. Ce don a été réceptionné par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Dina-Zondo. Ceci peut répondre aux populations en détresse qui ont tout perdu après les graves inondations observées dans les localités situées le long du fleuve Congo et ses affluents. Le point dans ce reportage de Armen Sanza. La situation humanitaire est très catastrophique au nord du pays. Les pluies diluviennes et récurrentes qui s'abattent ces temps-ci ont occasionné des graves inondations dans les localités situées tout le long du fleuve Congo et ses affluents. Conséquence, perte des vies humaines, dégâts matériels importants, destruction des habitations ainsi que des plantations, la recrudescence de certaines maladies hydriques et du paludisme. Cette catastrophe a touché l'ambassade de la Chine, un partenaire stratégique qui a apporté une aide humanitaire au gouvernement congolais
ce vendredi. Ce premier lot du matériel en urgence est composé des couvertures, des draps et des couettes pour aider les populations sinistrées et en détresse qui ont tout perdu. C'est un don de l'ambassade de Chine en attendant l'aide officielle du gouvernement chinois. C'est avec une surprise que nous avons appris que certaines régions du Congo ont subi des inondations, des catastrophes, des calamités. Donc dans ce cas, comme la Chine est un pays ami depuis toujours du Congo, c'est l'occasion pour nous de réagir. Après l'événement, j'ai eu des échanges téléphoniques avec Madame la ministre des Affaires sociales. Donc nous avons pu savoir les besoins principaux du Congo. Donc j'ai fait un rapport à Pékin. Actuellement, Pékin avaient déjà apporté leur aide au gouvernement congolais à hauteur de 100 000 $ américains pour purifier de l'eau, puis l'achat des vivres qui sont déjà pays. Le point dans ce reportage. Le ministère des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande a procédé à la mise en norme de l'Agence nationale de l'aviation civile dans le cadre du plan d'action correctrice élaboré effectivement avec l'assistance de l'OACI. Ces efforts louables devront donc être poursuivis et consolidés afin de pérenniser l'efficacité de notre système d'aviation civile. Aussi, la politique de l'État dans ce domaine se veut-elle également créatrice d'emplois, en valorisant tous les métiers de l'aérien. C'est à ce titre, évidemment, que le gouvernement s'est engagé à accompagner les compagnies aériennes nationales dans la modernisation de leur flotte, avec l'acquisition d'aéronefs de dernière génération, qui tiennent compte des progrès technologiques, respectueux des normes et politiques liées à la réduction des bruits et des émissions de gaz des réacteurs, c'est-à-dire des moteurs. À l'occasion donc de la 75e journée de l'aviation civile internationale, j'invite tous les acteurs du sous-secteur aérien à prendre conscience de leurs responsabilités en vue de participer au développement et à la protection de l'aviation civile dans le respect des normes et pratiques recommandées par l'OACI. Vive l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je vous remercie. Les séries de descentes initiées par l'ONG Manu Africa, conformément à sa feuille de route, ont été clôturées samedi au lycée de la Révolution. Effectivement, il a été question pendant ces causeries débats de conscientiser les élèves sur l'importance des études, mais aussi à pouvoir mener une vie responsable en milieu scolaire. Armand Sanzan. Nombreux des élèves en classe d'examen brillent par des comportements déviants qui n'honorent ni les parents, ni les encadreurs, ni les apprenants eux-mêmes. Conséquence, mauvais résultats aux examens d'État. C'est pourquoi le directeur des examens et concours de l'enseignement général est descendu ce samedi au lycée de la Révolution pour exhorter les élèves sur le secret de la réussite au baccalauréat. Jean-Pierre Mbenga n'est pas passé par 4 chemins pour cracher les vérités aux élèves candidats. C'est une prise de conscience parce que en dehors de ça, nous avons quand même parlé qu'on évite la violence scolaire, parce que il faudrait que les élèves prennent au sérieux leurs études, parce que en dehors des études, il ne faut pas que leur morale soit bousculée, qu'ils se mettent au travail régulièrement, qu'ils suivent les cours, qu'ils participent aux travaux dirigés, pour qu'ils aient le niveau à pouvoir se présenter à l'examen. Si de temps en temps ils sont distraits et ne se concentrent pas sur les études, ce n'est pas facile pour eux de pouvoir s'admettre à un examen. Et de l'oreille vers moi,
C'est l'ONG New Africa qui a initié cette série de descentes dans les écoles publiques pour conscientiser les jeunes à prendre les études au sérieux. Sa présidente, Patricia Julikael Mazuka Nganga, s'est même servie de son propre témoignage, bien que vivant avec handicap, pour atteindre les sensibilités. Nous avons pensé initier cette conférence de conscientisation des élèves dans les établissements en vue de les emmener à prendre au sérieux leurs études, en vue de les emmener à être responsables, afin que demain, qu'ils soient capables, comme nous l'avons dit, de prendre, disons, de faire face aux défis du développement de notre pays. Ainsi, notre vision est de faire à ce que cette jeunesse, en fait, d'œuvrer pour une jeunesse responsable, une jeunesse compétente, une jeunesse partisane de l'excellence. Même dans la difficulté, on peut réussir. Que les échecs soient pour nous des opportunités de succès ayant le dessus sur la peur, la paresse et la négligence. D'autres témoignages sur le secret de la réussite à l'école ont été donnés par les experts en éducation. Les élèves de leur côté ont promis mettre ces conseils en pratique pour redresser la pente. On veut avoir le bac, mais on ne veut pas travailler. On veut être premier dans une salle quelconque, mais on ne veut pas fournir des efforts qui pourront faire à ce que nous soyons sur ces normes d'être premier du vouloir. Le vouloir, ce n'est pas aussi souvent le pouvoir. Le vouloir doit aussi être accompagné par des sacrifices personnels. En voyant les parcours des conférenciers, de la directrice, en voyant le parcours du monsieur Abdoul, le coach Abdoul, en voyant le parcours du monsieur Ledec, j'ai compris que non, pour réussir, il faut être aussi courageuse. Il faut aussi s'appliquer au niveau du travail. Ce n'est pas parce que tu prépares le bac, on dit que le bac se prépare dès le premier jour. Quand tu te laisses conduire par les amis, par d'autres événements, du coup, quand on affiche que tu n'es pas admis, ne regrette pas parce que tu n'as pas appliqué le travail, tu n'as pas travaillé. L'enjeu de cette causerie débat, c'est de pousser les élèves à faire preuve de civisme en milieu scolaire. Enfin, décédé le 28 novembre dernier au CHU de Brazzaville, le corps sans vie de Borja Miguel Samba Bouesso, directeur de l'information à Télé Congo, a été porté en terre samedi 7 décembre au cimetière privé Bouka. Borja Samba quitte la terre des hommes à l'âge de 43 ans. Il laisse une veuve et 5 enfants. Retour sur la cérémonie d'hommage dans ce reportage de Vincent de Paul Koubenda. Dans ce cercueil, exposé au hall du Sénat TV, le corps sans vie de celui qui était le directeur de l'information à la télévision nationale congolaise, Miguel Borja Samba Bouesso, arraché tragiquement à l'affection des membres de sa famille biologique et aux membres de la corporation des médias. Ce samedi, la grande famille de la presse congolaise, membres de sa famille biologique et bien d'autres personnalités politiques ont effectué le déplacement de CNR TV pour lui rendre un dernier hommage. Émotion, pleurs et tristesse, voilà ce à quoi ont assisté les membres qui ont effectué les déplacements de CNR TV où Miguel Borja Samba Bouesso exerçait son métier de chevalier de la plume et du micro. André Ondélé, directeur général de Télé Congo, rendant public l'oraison funèbre, a reconnu le talent de celui qui a été son collaborateur à la chaîne nationale. Borja Samba, présenté comme un homme simple, humble et bosseur, a commencé ses premiers pas en journalisme à la chaîne de radio publique Radio Liberté. Les confrères avec qui ils ont fait chemin ensemble l'ont aussi témoigné. Difficile ici, cher Borja, de présenter tous les mots positifs
que tes amis ont inscrit sur leur mur et sur ton mur. Borja fait partie un 28 novembre. À cette date, quand nous célébrerons la République, nous penserons toujours à toi. Mais comment? Tes amis pour t'immortaliser. Étudie la formule d'un prix d'honneur reportage que l'on décernera aux candidats à cette profession de journaliste, la nôtre bien sûr, considérée comme un sacerdoce, sinon aux jeunes journalistes pour faire plus les classes. Après l'hommage du CNRTV, la dépouille mortelle de Miguel Borja Somba a été conduite à l'église Saint-Grégoire de Massingo pour une messe de requiem. Né en 1976 à Brazzaville, Miguel Borja Somba referme sa parenthèse de vie à l'âge de 43 ans. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral intervenu le 25 novembre dernier. L'annonce officielle de sa mort a été faite le 28 novembre 2019, le jour où les Congolais célébraient le 61e anniversaire de la proclamation de la République. C'est au cimetière privé Bouka que Borja Miguel Somba a été porté en terre après 17 ans de leur service rendu à la nation. Il laisse 5 enfants et une veuve. Miguel Borja Somba vient ainsi d'élargir la liste des journalistes de fin, en l'occurrence Twadjikiza Massanga, Maxime Dienao Diawomba, Dani Daniel Bopassa Ngoya et Fernand Koulou récemment. Paix à son âme. Voilà, c'est avec ces obsèques de Borja Somba, le directeur de l'information de Télé Congo, que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Ce lundi 14h, Léonie Tsoumou. À 20h30, vous retrouverez Bernie Dassitou. Quant à moi, le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain. Entre-temps, bon début de semaine à toutes et à tous.